Alors en 2000, j'étais déjà à Nevers et je travaillais dans une structure donc qui était un CMPP, CAMS et CESAD pour enfants sourds. Et donc je ne travaillais qu'auprès de ces enfants sourds, donc en éducation précoce, les tout petits, jusqu'aux 20 ans de l'élève, parce qu'il y avait un lycée, c'était le premier lycée public en France qui accueillait des personnes sourdes, des élèves sourds en fait. Donc, il y avait des gens qui venaient de toute la France, en fait, et voilà. Donc, je suivais ces élèves jusqu'en terminale. Pour le réveillon de l'an 2000, j'étais chez des amis qui ont un énorme château, où ils vivent en famille dans ce château. Et donc, voilà, donc on avait fait une grosse fête. Et j'étais déguisée, enfin, j'avais mis juste une perruque rasta, voilà, parce que j'aime beaucoup me déguiser. Parce que, en fait, je peux peut-être le dire maintenant, mais depuis toute jeune, je fais du théâtre et je chante. Et donc, je fais toujours du théâtre, je monte toujours des pièces de théâtre, je joue souvent à Paris, et puis je chante toujours, je fais partie d'une chorale. Et donc, en fait, bah, pour moi, j'utilise beaucoup le théâtre dans ma pratique en orthophonie. Je pratique l'orthophonie comme si c'était un art, en fait. Et donc, si on m'enlevait cette orthophonie, ben, je crois que je serais très malheureuse, en fait. D'où mon grand âge et que je continue donc à pratiquer et je pense que je vais pratiquer encore longtemps. Voilà. À l'époque, en fait, on écoutait, enfin moi j'ai écouté beaucoup Louise Attaque, donc c'était surtout ces chansons-là et qu'on écoutait beaucoup parce que c'était très festif. Alors avant, on écoutait beaucoup de rock alternatif, je sais pas, les Négresses Vertes, les Têtes Prêtes, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais bon, on aimait beaucoup Manu Chao, tout ça. Et donc, voilà, c'était la Mano Negra à l'époque. Et Manu Chao, aussi, juste avant 2000, avait sorti Clandestino. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on chantait, ce qu'on écoutait à l'époque. Et il y avait aussi, en l'an 2000, Zebda, Tomber la chemise. Et je me souviens que pour le réveillon, on avait chanté ça et tout le monde, les garçons avaient leur chemise. Donc, je regardais bon, Sexy Thunder, que j'adorais. Alors, j'aimais beaucoup aussi Lost, voilà. Et puis, on regardait Desperate Housewives, en fait, à l'époque. Tout le monde regardait ça, quoi. Mais on aimait bien. C'est vrai que maintenant, on regarderait ça, on trouverait ça peut-être un petit peu vieilli, mais bon, voilà, c'était vraiment ce qu'on regardait à l'époque, oui. Donc, en fait, moi, j'ai débuté en 81. J'ai eu mon diplôme en 82, mais j'ai débuté en 81. Je travaillais dans un IME. Et donc, à l'époque, on n'avait pas de bilan standardisé. Donc, en fait, il fallait un petit peu tout inventer et on piochait un petit peu dans ce qu'on avait vu. Moi, j'ai fait mes études à Paris, donc j'avais fait des stages à l'hôpital Necker, à l'hôpital Trousseau, et puis Hérold. Et donc, en fait, ben, on avait récupéré un peu des éléments. Et puis, donc, c'est ça, on faisait, en fait, on constituait donc un bilan avec ce qu'on avait, donc avec le souci donc d'explorer à un moment T, donc le niveau phonologique, lexical et syntaxique, en fait. Hein. Et il y avait aussi déjà des épreuves de mémoire, en fait, de mémoire immédiate, de mémoire verbale. Il y avait déjà des épreuves comme ça. On faisait un compte-rendu à la main qui prenait un temps fou. Et puis voilà, donc on avait très peu, on n'avait pas de chiffres hein, à l'époque, on ne faisait pas les écartifs, L2MA, les nouvelles épreuves pour l'examen du langage. Voilà, c'était ça en fait qu'on utilisait à ce moment-là. Voilà. Qu'on a utilisé, il me semble, dans les années 2000. Je pense que c'était pas tellement avant. Hein, je pense que... Et donc moi, comme je travaillais dans une structure, donc il y avait beaucoup de psychologues, et donc c'était pas évident pour nous d'imposer des choses qui ne soient pas uniquement affectives. Parce qu'en fait, à l'époque, c'était toujours des raisons, bon voilà, s'il réussissait pas, s'il n'arrivait pas à lire, c'était toujours pour des raisons affectives, quoi. C'était vraiment. Et donc, ça a permis quand même de terminer des choses un peu plus formelles et donc de mettre en évidence des processus un peu différents que l'aspect affectif. Voilà. Ça a permis de parler de l'aspect cognitif d'une manière plus importante.
J'étais pas en libéral, donc du coup, c'était pas du tout comme maintenant, quoi. Donc on avait beaucoup d'attentes dans la structure. Il y avait au moins 2 ans d'attente déjà à l'époque, hein. Donc, alors, les bilans étaient faits. En fait, on recevait quand même les gens, on faisait les bilans. Et souvent, il y avait 2 ans d'attente après les bilans. Et donc après, ben, quand c'était possible, quand il y avait de la place, on téléphonait aux familles et puis on donnait un créneau régulier toutes les semaines en général, 1 ou 2 fois par semaine. Et après, on faisait le suivi jusqu'à la fin. Voilà. Alors à l'époque, dans la structure, on était 25 orthophonistes. Actuellement, dans la structure, je crois qu'il y en a 2,5. Enfin, je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais bon, c'est ça, quoi. Donc, il n'y a plus du tout d'orthophonistes dans les structures. Dans la Nièvre, c'est très compliqué. Enfin, il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup. En tout cas, pas suffisamment. Et, euh, Ok. et donc, même en étant beaucoup, il y avait quand même beaucoup d'attentes. Alors, donc, pour les sourds, il y avait donc un logiciel qui s'appelait SpeechWoofer. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'était vraiment révolutionnaire. C'est IBM, en fait, qui faisait ce logiciel. Donc, ils vendaient avec l'ordinateur et ça permettait de travailler tous les paramètres de la parole, en fait. Tout ce qui était hauteur, intensité, rythme, phonétique, etc. Et donc, c'était un bon support. Ça permettait de voir les sons, en fait, d'une manière un peu ludique, en plus. Voilà. Et puis, bon, j'ai beaucoup utilisé les images du Père Castor, qui sont quand même très bien. Et puis après, petit à petit, alors moi, j'utilisais beaucoup la photocopieuse. Donc, je photocopiais beaucoup, beaucoup parce qu'on avait des cahiers, hein, pour chacun des enfants. Et donc, c'est un peu des cahiers de vie. Donc, dès qu'on faisait quelque chose, n'importe quel jeu, j'ai photocopié et puis j'annotais des choses. Et donc, l'enfant repartait toujours avec quelque chose. Et c'est un petit peu ce que je fais encore maintenant. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'enfants qui viennent en rééducation qui ont des cahiers, en fait. Et ils sont très, très contents, ils adorent ça. Donc, ils peuvent l'emmener à la maison, ils peuvent le laisser en séance, ils font ce qu'ils veulent, mais ça permet quand même de garder des choses et de fixer un peu les choses. Alors voilà, donc je faisais beaucoup de photocopies. Après, donc j'ai beaucoup utilisé Polaroid avant qu'il y ait donc les appareils qu'on a maintenant, voilà, la photo Numérique. numérique, voilà, on n'avait pas ça. Et donc c'était un peu compliqué. Puis après, on a utilisé les appareils numériques voilà, pour faire du matériel. Et, Beaucoup de matériel fait maison. oui, Bah, surtout avec ce type de population, il faut aussi vachement personnaliser ou complètement. individualiser. Il faut tout le temps rebondir sur ce qu'ils font, et puis toujours être très écologique, quoi. Vraiment être au plus près de leur façon de vivre et des personnes qui sont autour d'eux. Donc effectivement, les premiers mots qu'on apprend aux enfants sourds, c'est les prénoms des enfants, des personnes de la famille. Donc la photo est vraiment indispensable, quoi. Voilà. Donc il y a plusieurs choses. Déjà, on a eu les premiers ordinateurs, elle était au 7, où il fallait faire les programmes. Voilà. Et surtout, je pense que le plus marquant, c'est que nous avons appris la langue des signes. On apprenait la langue des signes donc à Paris. C'était à l'époque, à l'IVT, c'était au château de Vincennes, dans la tour du château de Vincennes. Et on n'avait pas le droit d'utiliser auprès des enfants. C'est-à-dire qu'en fait, c'était à l'époque où il y avait toujours cette guerre entre les oralistes et les gestuels. Et donc, on avait le droit d'apprendre la langue des signes, mais il ne fallait pas qu'on l'utilise auprès des enfants. Et donc après, ben, on l'a fait quand même, mais c'était vraiment contradictoire, quoi. Alors je pense que ça a beaucoup évolué depuis, mais c'est vrai que maintenant la langue des signes c'est incontournable pour les enfants sourds. C'est pas ça qui va leur empêcher de parler, quoi, voilà. Mais à l'époque, c'était vraiment la crainte aussi des parents et puis aussi des personnes, je sais pas, des éducateurs et des orthophonistes, mais pas toutes, hein. Mais il y avait l'idée que s'il y avait des signes, il n'y aurait pas de parole. Alors qu'en fait, maintenant, on sait que tout est indispensable. Voilà. Et donc, on apprenait la langue des signes, on partait une semaine, et donc on faisait plusieurs stages par année, d'ailleurs, ce qui était vraiment génial, parce que c'était financé. Et puis, voilà. Et puis, petit à petit, on l'a utilisé, et puis tout le monde s'est rendu compte que c'était indispensable. Voilà. Mais c'était quand même curieux à l'époque. Ben, moi, je pense peut-être que c'est la terminologie. Donc, tout ce qui est neurodéveloppemental, je pense que ça a été vraiment une chose très importante. Donc, moi, j'ai fait plusieurs DU, en fait, hein.
donc en surdité, mais j'ai aussi fait des DU en neuropsy, donc j'en ai fait 2 sur le développement cognitif, donc c'était à Paris, c'était à Robert Debré, et j'ai fait un autre DU à Paris, donc en rééducation, donc pour les personnes qui, bon, c'était à l'hôpital Necker, donc c'est plus pour les troubles acquis en fait, hein. Mais bon, voilà. Et donc j'ai cette notion aussi de plasticité du cerveau, c'est quelque chose vraiment que je trouve vraiment hyper importante, quoi. Parce que ça a changé beaucoup notre façon de voir les choses et de faire les choses. C'est pas, non, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ben, il faut toujours avancer. Non, je pense qu'il ne manque rien. Je, enfin, par rapport aux jeunes orthophonistes, ce que je voudrais transmettre, c'est possible. Mais je trouve qu'il y a trop idée de vouloir avoir des recettes. Nous, on se battait pour ne pas avoir de recettes, justement, pour être vraiment dans l'échange et donc dans le rebondissement en permanence, d'en trouver des idées en permanence, de s'adapter en permanence avec le patient et ne pas parachuter des choses qu'on aurait prévu de faire, etc. Et donc, c'est en ça que je trouve que l'orthophonie est vraiment différente de l'enseignement, quoi. Et donc, il ne faut pas, voilà. Et puis, par rapport au compte rendu de bilan, je trouve que vraiment, je trouve que c'est dommage de perdre beaucoup de temps dans les comptes rendus de bilan, parce moi j'ai des jeunes collègues qui vraiment se fatiguent de faire tous ces comptes rendus qui sont très très longs et qui finalement ne servent pas forcément à quelque chose. Donc je trouve que moi je milite pour le recto verso dans le compte rendu. Recto verso, on met les éléments essentiels de l'anamnèse et puis pourquoi l'enfant vient, etc. Et puis dans l'autre partie, on met vraiment les conclusions de ce qu'on a observé avec des choses qui sont très précises, mais sans exemple, etc. Et je crois que mes jeunes collègues s'épuisent dans ces comptes rendus et je pense que c'est là qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire évoluer. Mais dans les formations, on nous dit, hein, recto verso, de plus en plus dans les formations, on nous dit, c'est pas la peine de faire de la littérature. Donc ça me fait plaisir quand j'entends ça, voilà. Oui, d'accord. Donc en fait, là, je suis en libéral depuis 2007, en fait, hein. Donc j'ai travaillé en structure 25 ans et là, je suis en libéral depuis 2007. Donc du coup, je ne travaille plus du tout avec les enfants sourds, donc par reprendre les enfants que j'ai eus et puis comment, pas par justement, pour éviter qu'il y ait des problèmes. Et donc, mais je travaille avec les adultes sourds. Donc, tous les adultes sourds qui sont implantés, en fait, viennent chez moi. Ceux qui sont de Nevers ou de la Nièvre, enfin, de la Nièvre, du Cher, enfin, des départements à côté. Parce que souvent, ils sont implantés à Paris ou à Tours ou à Dijon ou à Clermont. Et en fait, je suis un petit peu la seule bon, à connaître un peu plus la surdité. Voilà. Donc, les gens viennent chez moi. Donc, j'ai des adultes sourds. Je travaille aussi avec quelques adultes pour tout ce qui est problème vocal, parce que j'aime bien aussi la rééducation vocale. Et le reste des personnes, ce sont des enfants, parce que c'est vraiment ce que je préfère faire, travailler auprès des enfants. Et donc, j'ai des enfants tout petits jusqu'à l'âge aussi, jusqu'à ce qu'ils en aient plus besoin. Voilà. Donc, voilà. Donc, beaucoup de neurodéveloppement, etc. Et puis, donc, en fait, par rapport à Audition Solidarité, en fait, tous les ans, je vais à l'ACFOS, qui est un congrès sur la surdité. Bon, j'y allais parce qu'en fait, j'y allais pour mon travail. Et puis après, j'ai ma fille qui est devenue sourde. En fait, ma fille est sourde, maintenant elle est sourde profonde, mais elle était malentendante, etc. Et donc, du coup, ben voilà, j'y allais aussi régulièrement pour me tenir au courant des informations. Et là, il se trouve que j'ai croisé Audition Solidarité. Donc, ils m'ont dit, oh là là, on cherche des orthophonistes qui connaissent la surdité. Alors moi, j'ai dit, ben, je sais pas. Et donc, ils intervenaient dans des pays. Puis moi, je disais, moi, je vais prendre l'avion pour des raisons écologiques. Enfin, bon, voilà. Et puis finalement, bon, bah, j'ai dit, je veux bien, mais je voudrais déjà voir ce que vous faites en France, à Paris. Et donc, je suis allée à une mission à Paris. Et là, j'ai trouvé ça tellement incroyable, quoi. Ils vont voir un ORL. L'ORL voit s'il y a un problème au niveau des oreilles, etc. Ensuite, une empreinte est prise.
avec l'empreinte, ils font l'embout, et puis ensuite ils réglagent, etc. Enfin, bon, c'est incroyable. Et donc, je me suis dit, j'étais tellement émue. Et puis bon, j'ai tellement travaillé auprès des enfants sourds, et puis des adultes sourds, et puis ma fille aussi qui est sourde. Donc, je connais comme c'est compliqué, l'appareillage, toute cette errance qui est compliquée. Et donc, ça m'a tellement émue qu'il y ait des gens qui fassent des choses comme ça, que j'ai dit, bah non, oui, c'est trop bien. Et donc, j'ai dit d'accord. Et donc, j'ai fait une première mission à Paris, que j'ai trouvé géniale. Donc, c'était à l'hôpital Rothschild. Et puis ensuite, ils m'ont proposé donc d'aller en République dominicaine. Donc, c'est la première mission que j'ai faite l'an dernier, en mai, et que voilà, j'ai trouvé absolument géniale, puisque 200 enfants sont partis appareillés. Et puis, il y a un suivi régulier là-bas, puisqu'il y a une association qui s'est créée là-bas, et donc des personnes qui font office d'orthophoniste, enfin voilà, qui font, parce qu'il n'y a pas la formation d'orthophoniste là-bas, quoi. Donc on a formé ces personnes. Et donc moi je suis allée à la 5e mission. Donc il y avait déjà eu 4 missions avant, et il y en aura je crois encore une si je ne me trompe pas. Et donc voilà, donc c'était vraiment très intéressant, très émouvant, très instructif, et humainement, bah, c'était génial, quoi, voilà. Et donc là, la prochaine mission, c'est au Maroc. Donc je vais au Maroc au mois de mai. Voilà.